Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause le jour de notre anniversaire, alors je lui en ai donné une dont elle ne se remettrait jamais. Ne m'appelle pas. J'ai besoin de temps. C'était l'intégralité du message. 4 mots, une instruction. Elle l'a envoyé à 18h03. Notre réservation pour le dîner était à 18h30. L'email de confirmation était encore ouvert sur mon ordinateur portable. 2 couverts, table près de la fenêtre, la mention « Anniversaire » dans l'objet. J'ai fixé son message pendant 5 longues minutes, comme si l'écran pouvait se fissurer et révéler une blague cachée derrière. Ce n'est pas arrivé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne respirais même plus correctement. Mes mains tenaient encore le petit sac cadeau que je venais de finir de nouer avec un ruban argenté. Le contenu, 2 billets pour le Maine, dans la même chambre d'hôte où nous étions allés avant de nous marier. Elle avait dit un jour que c'était le premier endroit où elle s'était jamais sentie en sécurité. Je n'ai pas effacé son message. Je n'ai pas crié dans un oreiller. J'ai simplement posé le sac sur le comptoir de la cuisine, éteint les lumières, et je me suis assis sur le rebord de la baignoire pendant 27 minutes. Elle n'était pas à la maison. Son manteau avait disparu. Les verres à vin étaient dans l'évier. Utilisés. Pas par moi. À 19h10, j'ai entendu un « ping » provenant de sa tablette dans l'autre pièce. Le même message, sur une autre plateforme, sauf que cette fois, j'ai vu l'aperçu de la conversation en dessous. Il y avait un nom, pas le mien. Pas d'initiale. Un nom complet, Gideon. Gideon disait, tu lui as dit? Elle a répondu, en quelque sorte. J'ai dit que j'avais besoin d'espace. C'est un début. Ce n'était pas un début. C'était la fin. Je ne le savais juste pas encore. Mais je sais quelque chose qu'elle ignore. Gideon n'est pas celui qu'il prétend être. Et elle vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas même un clignement d'yeux. Je suis resté assis sur le canapé avec la tablette sur les genoux, lisant chaque message échangé entre eux. Ça n'a pas été difficile. Elle ne se déconnectait jamais. Je suppose qu'elle me faisait trop confiance. Ou peut-être qu'elle avait simplement cessé de penser à moi. Leur message n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de confession d'amour, pas d'âme sœur. C'était surtout de la logistique, se retrouver quand je travaillerais tard, partager des adresses d'hôtel. Un échange particulièrement négligent d'il y a 3 semaines disait « Assure-toi que Wally est toujours à cette conférence avant de venir. » Le pire, c'est que je n'étais même pas à une conférence. J'étais chez ma sœur pour l'aider à réparer sa clôture. Ma femme ne voulait tout simplement pas de moi dans les parages. Mais c'est là que ça devient étrange. Il y avait une vidéo. Elle la lui avait envoyée. Ce n'était pas explicite. Le genre de vidéo qu'on pourrait poster sur YouTube? Certainement. Juste un clip de 10 secondes d'elle entrant dans notre chambre, souriante, tenant une bouteille de vin. Elle dit, le service en chambre vient de s'améliorer. Puis elle fait un clin d'œil. Elle ne m'avait jamais fait de clin d'œil. Jamais. L'horodatage. C'était la même nuit où j'étais resté éveillé tard pour réparer l'imprimante de sa mère à distance via Zoom. Je m'en souviens parce que j'avais manqué la fin d'un film que nous étions censés regarder ensemble. Elle m'avait dit que ce n'était pas grave. On le regardera la semaine prochaine. Elle n'a jamais appuyé sur lecture. J'avais l'impression que ma poitrine avait été vidée à la petite cuillère. Mais je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais curieux. Ce Gideon, quelque chose clochait chez lui. Ses textos étaient bizarres. Pas d'argot, pas d'émoji. Chaque phrase se terminait par un point. Et ses réponses, elles étaient trop rapides. Anormalement rapides. J'ai copié son numéro, je l'ai passé dans quelques outils en ligne. Rien. Puis j'ai creusé plus profondément. Vous savez, ces applications avec des numéros jetables que les gens utilisent pour tromper leurs partenaires. Eh bien, l'une d'elles a eu une fuite de données il y a environ 6 mois. Quelqu'un a balancé les infos. On peut les trouver si on sait où chercher. Et devinez quoi? Son numéro correspondait à l'un des profils divulgués. Sauf que la photo de profil n'était pas lui. C'était une image de banque de données. Une recherche d'image inversée l'a identifié comme « homme d'affaires souriant devant son ordinateur », utilisé dans plus de 200 campagnes publicitaires.
C'est là que j'ai réalisé que Gideon n'est pas réel. Ou plutôt, il n'est pas celui qu'elle croit. Elle me trompe avec quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre. Et je n'allais pas l'arrêter. J'allais l'aider à s'enfoncer encore plus profondément, puis leur tirer le tapis sous les pieds à tous les deux. Le lendemain matin, je lui ai préparé son café comme je le faisais toujours. Lait d'avoine, pas de sucre, trop de cannelle. Je l'ai versé dans sa tasse préférée, celle ébréchée de Catalina Island avec le cœur rouge délavé. Elle est entrée dans la cuisine comme si de rien n'était, portant un de mes sweats à capuche, faisant défiler son téléphone. « Merci », dit-elle en prenant la tasse, sans même me jeter un regard. Je voulais lui demander où elle était la nuit dernière. Je voulais crier, pleurer, supplier pour de l'honnêteté. Mais à la place, j'ai juste souri comme un idiot et dit, de rien. Ma voix s'est brisée à mi-chemin. Elle ne l'a pas remarqué. Je me suis assis en face d'elle, faisant semblant de lire les nouvelles. Elle faisait défiler Instagram comme toujours. Elle a ri à quelque chose. J'ai étudié son visage. Aucune culpabilité, aucune hésitation, pas même l'ombre d'un doute. Et c'est là que j'ai su que j'étais invisible pour elle, juste un bouche-trou, un vieux meuble qu'elle n'avait pas la force de déplacer, mais pas non plus le cœur de jeter. Mais elle ne faisait pas que me tromper. Elle se faisait manipuler et ne le savait même pas. Plus tard dans la journée, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai rouvert sa tablette. D'autres messages de Gideon. Il disait qu'elle lui manquait. Il demandait si elle aimait le cadeau. Elle a répondu, « Tu es un coquin », suivi d'un emoji cœur. Je ne savais même pas qu'elle utilisait des emojis. Elle m'avait toujours dit que c'était immature. J'ai vérifié le lien de suivi qu'il lui avait envoyé. Le cadeau, un collier. Il avait été livré il y a 2 jours, réceptionné par elle. Je l'ai trouvé dans le tiroir du haut de sa table de nuit. Toujours dans sa boîte. Elle ne l'avait même pas porté. Intéressant. Soit elle ne voulait pas se faire prendre, soit elle ne s'en souciait pas assez pour faire semblant. Mais ce n'était pas le bijou qui m'intéressait. C'était Gideon. Alors, j'ai tendu un piège. J'ai utilisé un de mes comptes anonymes, un vieux compte Reddit avec un VPN et un faux nom. J'ai envoyé un message au numéro jetable qu'elle pensait être le sien. Quelque chose de décontracté. Salut, j'ai vu ton annonce sur le forum de rencontres polyamoureuses. Tu vends toujours ces séries de photos? 5 minutes plus tard, j'ai eu une réponse. Quel genre? Je me suis figé. Ce n'était pas un type de son travail. Ce n'était même pas quelqu'un de réel au sens traditionnel du terme. C'était un arnaqueur, un escroc, quelqu'un qui gagnait de l'argent sur le dos de femmes seules. J'ai fouillé dans les métadonnées du reçu de livraison et devinez quoi? Le domaine de l'email de l'expéditeur était lié à une boutique Shopify privée vendant des expériences personnalisées. Elle était enregistrée au nom d'une société écran générique du Nevada. Ça m'a frappé comme une gifle. Ma femme est victime d'un chantage affectif de la part d'un homme factice qui lui prend son argent, joue avec son cœur et l'amène en bateau. Et pendant tout ce temps, elle était prête à jeter notre vie par-dessus bord pour lui. J'avais 2 options. Option 1, la confronter, exposer l'arnaque, la supplier de rester, pleurer pendant qu'elle promet qu'elle était juste confuse. Option 2, laisser tout brûler et m'assurer que c'était elle qui tenait l'allumette. Devinez laquelle j'ai choisi? Je n'ai pas beaucoup mangé cette semaine-là. Impossible. Chaque fois que je regardais de la nourriture, je pensais au repas que j'avais cuisiné pendant qu'elle lui envoyait des textos sous la table. Toutes les fois où elle disait qu'elle était juste fatiguée alors qu'en réalité, elle ne voulait simplement pas me regarder dans les yeux. Et chaque faux baiser sur la joue quand je partais travailler. Pendant tout ce temps, elle comptait probablement les heures jusqu'à mon départ. Ça me donnait la nausée. Mais j'avais un plan maintenant, un plan silencieux. Pas de cris, pas de disputes dramatiques, juste de l'observation, de l'action, de la patience. Elle me croyait ignorant, mais maintenant j'écoutais, je regardais tout. Vendredi, elle a dit qu'elle avait un événement de réseautage en ville et qu'elle ne rentrerait pas avant tard. J'ai hoché la tête et lui ai souhaité bonne chance. Elle m'a embrassé sur le front et a dit « Ne m'attends pas ». Dès qu'elle est partie, j'ai consulté les journaux de livraison de notre système de caméras de sécurité. Elle n'avait pas appelé de VTC. Elle est montée dans un SUV argenté qui n'était pas enregistré au nom de son entreprise. La plaque d'immatriculation m'a mené à une société de location de voitures. J'ai noté l'information.
2 heures plus tard, son téléphone a émis une mise à jour de localisation. Elle avait oublié de désactiver le partage de position sur l'une de nos applications synchronisées. Erreur classique. J'ai suivi le signal. Elle n'était pas en ville. Elle était de l'autre côté du pont, dans un motel bas de gamme près de la sortie de l'autoroute. Je n'y suis pas allé. Je n'en avais pas besoin. À la place, j'ai commandé des fleurs, des roses, un énorme bouquet extravagant avec une carte. Je sais ce que tu fais. Il n'est pas celui que tu crois. Profite de ta soirée. C'est l'une de tes dernières. J'ai signé, Gideon. J'ai payé un supplément pour que ce soit livré le soir même à la réception du motel. J'ai inclus son vrai nom. Le type du motel a appelé la chambre. Je le sais parce que je l'ai appelé après, en me faisant passer pour son assistant. J'ai demandé si les fleurs étaient arrivées. Il a dit, oh, oui. Elle avait l'air paniquée. Elle a claqué la porte. Bien. Que les murs commencent à se refermer sur elle. Quand elle est rentrée le lendemain matin, son visage était pâle. Elle n'a pas dit grand-chose, elle est allée directement sous la douche. Je l'ai regardée à travers la porte entr'ouverte, assise sur le sol sous l'eau, immobile. Pendant un instant, j'ai presque ressenti quelque chose comme de la sympathie. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont elle souriait à son téléphone mardi dernier. La façon dont elle riait dedans comme si cela signifiait quelque chose. J'ai commencé la deuxième étape cette nuit-là. En utilisant l'un des autres pseudonymes de l'escroc que j'avais trouvé dans la fuite de données, je lui ai envoyé un nouveau message. Nous devons parler. Il s'est passé quelque chose. J'expliquerai bientôt. Ne réponds pas. Je te contacterai quand ce sera sûr. Puis je l'ai fait attendre. Un jour. 2. 3. Elle s'est effondrée plus vite que prévu. Elle a commencé à faire les 100 pas, vérifiant son téléphone constamment. Elle touchait à peine à sa nourriture. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions au hasard, comme si elle essayait de savoir si j'étais au courant de quelque chose. J'ai fait l'innocent. Je lui ai demandé si elle allait bien. Je lui ai offert du thé. Je lui ai même massé les épaules pendant qu'elle fixait le vide. Puis, le 4e jour, elle a craqué. Elle s'est assise en face de moi, tenant son téléphone comme si c'était une grenade. Sa voix était faible. Wally, si jamais tu as eu l'impression que je m'éloignais ou que j'agissais bizarrement, je veux juste que tu saches que je traverse une période difficile. J'ai haussé un sourcil. Quel genre de période difficile? Elle a hésité. Son pouce tapotait le côté de sa tasse. C'est compliqué. J'ai simplement hoché la tête. Je n'ai pas dit un mot. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à devenir insupportable. Elle ne pouvait pas l'admettre. Elle ne voulait pas l'admettre, parce que l'admettre signifierait affronter ce qu'elle avait fait. L'admettre signifierait qu'elle était la dupe, pas moi. Elle pensait avoir le contrôle. Elle ne réalisait pas qu'elle était déjà au bord du gouffre. Et j'attendais juste le bon moment pour lui donner la dernière poussée. À la fin de la semaine, elle avait commencé à faire des choses que je ne l'avais pas vu faire depuis des mois, demander comment s'était passée ma journée, plier le linge au lieu de le laisser en tas, s'asseoir plus près de moi sur le canapé pendant que nous regardions des émissions qui ne l'intéressaient jamais auparavant. Elle essayait, ou faisait semblant. Mais je savais ce que c'était. La culpabilité, pas l'amour. La peur que le mensonge qu'elle avait construit ne s'effondre. Que peut-être Gideon lui glissait entre les doigts. Que peut-être ces deux mondes étaient sur le point d'entrer en collision, et que l'un d'eux allait l'écraser. Elle ne savait pas que j'avais déjà démantelé la plupart de la façade. Lentement, silencieusement, j'ai traqué les comptes jetables. J'ai contacté l'une des vraies femmes qui avait posté sur un forum l'année dernière à propos d'une arnaque par le même profil. Même photo, même histoire. Un cadre d'entreprise qui voyage beaucoup, et émotionnellement profond, porte une montre du Portugal, dit qu'il est divorcé mais distant. Ça me disait quelque chose. Elle s'était fait escroquer de près de 5 000 $ avant de comprendre. Ma femme n'avait pas encore perdu autant, mais elle avait envoyé des cadeaux, y compris une paire d'AirPods et quelque chose d'un site de cosmétiques de luxe. J'ai trouvé les reçus. Mais ce qui me tenait éveillé la nuit, ce n'était pas la tromperie. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas la trahison. C'était la facilité avec laquelle elle avait renoncé à nous. 6 ans ensemble, nous avions construit une vie.
Nous avions des playlists partagées, des porte-clés assortis et un Google Agenda avec des codes couleurs pour nos rêves. Elle m'appelait son refuge, et elle a échangé ça contre un type qui n'existait même pas. Elle est tombée amoureuse d'un fantôme, et j'ai décidé qu'il était temps que le fantôme vienne la hanter à son tour. J'ai rédigé un email en utilisant l'une des adresses jetables de style Gideon, formaté pour correspondre à son ton. Court, prudent, manipulateur. Je me suis assuré qu'il atterrisse dans sa boîte de réception à 2h14 du matin. Juste assez tard pour suggérer la panique. Juste assez tôt pour paraître délibéré. J'ai fait une erreur. Je ne peux pas continuer comme ça. Tu n'étais jamais censé être blessé. Je tiens à toi plus que je ne le devrais, mais quelqu'un me surveille. Je pense que Wally sait. Je suis désolé. Je suis resté éveillé et j'ai attendu. Elle a ouvert l'email à 2h17. J'ai entendu son téléphone vibrer et j'ai vu la lumière du couloir s'allumer. Elle n'est pas revenue au lit avant près d'une heure. Le lendemain, elle osait à peine me regarder dans les yeux. Ses mains tremblaient en préparant ses toasts. Elle m'a demandé si j'étais heureux, comme ça, de but en blanc, comme s'il n'était pas trop tard pour commencer à faire semblant. J'ai juste souri. Plus heureux chaque jour. Plus tard dans l'après-midi, je l'ai trouvée en train de pleurer dans la salle de bain des invités. Elle a dit que c'était à cause du stress au travail. Bien sûr. Puis, 2 jours plus tard, elle a finalement craqué. Je suis rentré des courses et elle était assise à table, son téléphone dans les 2 mains comme si elle essayait de l'écraser. Sa voix tremblait. Wally, on peut parler? J'ai encore joué l'innocent. Bien sûr. Elle a dégluti. Ses lèvres étaient sèches. Elle ne pouvait même pas croiser mon regard. As-tu déjà eu l'impression de vivre 2 vies à la fois? J'ai hoché la tête lentement, en attendant. Comme si une partie de toi est en sécurité, calme et normale, et l'autre est juste électrique. Comme si rien n'a de sens, mais que d'une certaine manière, ça semble plus réel. Elle voulait que je compatisse à sa trahison. Elle voulait que je la valide, que je lui donne une porte de sortie facile, que tout tourne autour de ses sentiments, pas de ses actions. Je l'ai juste regardée en silence. Et quelque chose dans ce silence l'a brisé encore plus que si j'avais crié. Elle s'est remise à pleurer. Des sanglots bruyants, la culpabilité, la peur et la confusion se déversant d'elle. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne l'ai pas planifié. Il me faisait juste me sentir vivante. Je l'ai laissée dans ce moment. Je l'ai laissée avouer juste assez, sans lui offrir de résolution. Elle se noyait dans ses propres choix. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de laisser la marée l'emporter plus loin. Mais je n'avais toujours pas abattu mes cartes. Pas encore. Elle pensait qu'avouer lui redonnerait le contrôle. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà réécrit la fin, et que je ne faisais que commencer. Je ne l'ai pas réconfortée. C'est la première chose qui l'a secouée. Elle a pleuré devant moi. De gros sanglots laids, le genre qui me faisait tout laisser tomber pour la prendre dans mes bras. Et je suis juste resté là, calme, à observer. Elle attendait que je la sauve, que je dise quelque chose comme « ce n'est pas grave. On peut arranger ça ». Mais je ne l'ai pas fait. J'ai seulement dit 4 mots. Quand est-ce que ça a commencé? Elle a cligné des yeux à travers ses larmes comme si je l'avais giflée. Elle n'était pas prête pour ça. Je pouvais voir la guerre en elle. Une moitié d'elle voulait minimiser les choses. L'autre moitié voulait tout déballer pour prouver qu'elle était toujours une bonne personne. Ce n'était pas sérieux au début, dit-elle, la voix fluette. C'était juste comme si on parlait. Je ne pensais pas que ça irait plus loin. Jusqu'à ce que ça arrive, ai-je dit d'un ton neutre. Elle a hoché la tête. Ses épaules se sont affaissées. Je jure que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Et voilà, la phrase classique. Comme si les intentions comptaient, comme si la trahison ne comptait que lorsqu'elle est délibérée. Je suis resté silencieux. Ce silence, il l'a déchiqueté plus que des cris ne l'auraient jamais fait. Il me faisait me sentir désiré à nouveau, a-t-elle murmuré. Je ne sais même plus s'il est réel. Il a arrêté de répondre il y a quelques jours, et le message qu'il a envoyé. Ça m'a fait peur. Je l'ai regardé attentivement. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'il ne soit peut-être pas réel ou que je sois peut-être au courant? Elle a tressailli.
C'était la première fois qu'elle réalisait que je n'étais pas ignorant. Sa lèvre a tremblé. Tu sais? J'ai juste souri. Quelle différence cela ferait-il si je savais? Elle n'a pas répondu. Elle avait l'air d'essayer de respirer au milieu d'un ouragan. Elle avait enfin compris que je n'étais plus l'homme sur lequel elle avait marché et qu'elle avait oublié. Je n'étais plus brisé. J'étais quelque chose de pire. Éveillé. Plus tard dans la soirée, elle était de nouveau sous la douche. Son nouveau rituel, comme si elle pouvait laver la culpabilité de sa peau. Je me suis assis sur le canapé avec son téléphone à la main. Elle l'avait laissé déverrouillé, probablement trop secoué pour se souvenir de la paranoïa de base. J'ai fait défiler chaque message, chaque photo, chaque petit secret sale. Mais je ne cherchais pas plus de preuves. J'en avais déjà assez. Je cherchais quelque chose que je pourrais utiliser. Et puis je l'ai trouvé. Un email de son compte personnel envoyé il y a un mois. Une demande de congé sans solde à son travail. Elle m'avait dit qu'il réduisait les effectifs, qu'elle était mise à pied pour un temps, mais c'était un mensonge. Elle avait pris ce congé volontairement. Pourquoi? J'ai fait défiler plus loin et j'ai trouvé la réponse. Une réservation Airbnb, cette nuit. Réservée sous son nom de jeune fille. Lieu, une petite ville côtière, à 2 heures de route. L'arrivée était prévue pour la semaine suivante. Elle avait planifié un voyage entier avec Gideon, sauf que Gideon n'était pas réel. Et maintenant, ce voyage aurait toujours lieu, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Cette nuit-là, j'ai créé une toute nouvelle adresse email, une qui correspondait au style d'écriture et aux habitudes de l'homme factice qu'elle pensait aimer. J'ai même imité la signature. Je lui ai envoyé un court message. Je suis désolé pour le silence. Il y a des choses que je dois te dire. Retrouvons-nous. Même endroit, même heure. Pas de téléphone. Puis je me suis assis et j'ai attendu. Elle l'a lu à 3h01 du matin. À 3h04, elle sanglotait de nouveau dans la cuisine. Le téléphone serré contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Je n'ai rien demandé. Elle n'a rien expliqué. Mais j'ai vu la lueur d'espoir dans ses yeux. Le lendemain matin, elle s'est mise à fredonner en se brossant les cheveux. Elle a passé 1 heure à choisir ses tenues. Elle a même cuisiné quelque chose, un événement rare. Elle pensait que la rédemption arrivait. Elle pensait que l'homme qui lui avait menti, qui l'avait volé et qui avait disparu allait enfin la faire se sentir complète à nouveau. Elle n'avait aucune idée de qui l'attendrait vraiment dans ce chalet. Mais je savais une chose. Elle ne sortirait pas de cet endroit en étant la même personne. Et moi non plus. Elle est partie tôt, trop tôt. Elle essayait d'agir normalement, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Son sac était déjà fait quand je me suis levé. Le café était intact. Son sourire était raide, tordu au coin. Elle m'a embrassé sur la joue, a qualifié ça de « week-end pour prendre soin d'elle » et a dit qu'elle serait de retour lundi. J'ai demandé « Tu as besoin que j'arrose les plantes pendant ton absence ?» Elle a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que je me souvienne d'un détail aussi insignifiant. « Bien sûr, dit-elle. » Puis elle est partie. Et juste comme ça, le mensonge avait le plein d'essence et 2 heures d'autoroute devant lui. J'ai attendu 5 minutes, j'ai attrapé ma veste et je l'ai suivi. Pas de près, pas de manière évidente. Je lui ai laissé de l'espace. Je l'ai laissé croire qu'elle était seule avec ses secrets. Elle n'a jamais remarqué la deuxième voiture à 2 pâtés de maison derrière. Le Airbnb était une petite cabane tranquille près d'un sentier en bord de falaise. Privé, romantique, un endroit fait pour les mensonges murmurés et les draps emmêlés. Elle s'est garée, est sortie, a regardé autour d'elle. Elle portait un manteau beige doux, neuf, probablement acheté juste pour lui. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage subtil. Elle s'est assise sur le perron, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. Chaque fois que le vent se levait, elle se serrait dans ses bras comme si ce n'était pas le froid qui la faisait souffrir, mais le silence. Elle a attendu plus d'1 heure. Puis elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas, et c'est à ce moment-là que je suis sorti de derrière les arbres. Elle ne m'a pas vu au début. Je suis resté silencieux, la laissant marmonner pour elle-même, répétant probablement le discours qu'elle avait prévu pour Gideon. Puis je suis apparu. Son corps tout entier a sursauté comme si j'avais tiré un coup de feu. Wally. Sa voix s'est brisée.
Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché vers elle lentement, les mains dans les poches. Elle a reculé d'un pas, comme si elle ne savait pas si elle devait courir ou tomber à genoux. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai incliné la tête. Je pourrais te poser la même question. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle me fixait comme si elle assistait à un bug dans l'univers. Je pensais que tu étais à la maison, a-t-elle finalement murmuré. Je pensais que tu étais à une retraite de yoga. En silence, elle a enroulé ses bras autour d'elle. Ses yeux regardaient au-delà de moi, comme si elle s'attendait toujours à ce que quelqu'un d'autre arrive. Tu attends quelqu'un, ai-je demandé. Non, a-t-elle menti. Instantanément, automatiquement. J'ai hoché la tête lentement. Parce que je pense que si. Ou du moins, que tu l'attendais. J'ai sorti l'impression pliée de la poche de mon manteau et je la lui ai tendue. Elle a hésité, puis l'a prise, ses mains tremblaient en la dépliant. C'était l'email, le faux que j'avais envoyé en tant que Gideon. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés, la bouche tremblante. C'était toi. Je me suis approché. Je t'ai dit que je savais tout. Ses genoux ont légèrement fléchi. Elle s'est assise lourdement sur la marche du porche, le papier tombant sur ses genoux. Elle tremblait maintenant, la vraie peur rampant enfin le long de sa colonne vertébrale. Tu m'as menti, ai-je dit doucement. Chaque jour, chaque nuit, tu as livré notre mariage à un homme qui n'existait même pas, les larmes ont monté dans ses yeux. Je ne voulais pas, ne dis rien, les yeux coupés. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Tu voulais faire tout ça. Les messages, les cadeaux, le motel. Tu as planifié ce voyage. Tu as créé un fantasme et tu m'as enterré dessous. Je ne savais pas qu'il n'était pas réel, a-t-elle murmuré. C'est ça qui m'a brisé. Qu'elle se soucie encore plus de s'être fait arnaquer que de ce qu'elle m'avait fait. Tu étais si désespéré de nous échapper que tu te fichais de savoir où tu atterrirais. Tu voulais juste que ce soit excitant, ai-je dit. Elle a essuyé son visage, le mascara coulant maintenant sur son manteau. Wally, s'il te plaît. J'étais perdu. Je n'étais pas moi-même. Non, ai-je dit. Tu étais exactement toi-même, pour la première fois. Et maintenant venait la partie la plus difficile. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti l'enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, déjà signés de mon côté. Proprement imprimés, nets, sans drame, juste la fin. Je les ai posés à côté d'elle sur la marche. Elle les a fixés comme si c'était une grenade dégoupillée. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas supplier et je ne vais pas demander pourquoi, ai-je dit calmement. Tu as fait tes choix et maintenant je fais les miens. Wally, ne fais pas ça, dit-elle en se levant. On peut arranger ça. J'irai en thérapie. Je bloquerai tous les numéros. Je supprimerai tout. On peut recommencer. J'ai fait un pas en arrière. Je l'ai déjà fait. Son visage s'est tordu. S'il te plaît, je ne veux pas que ça se termine comme ça. Mais c'était déjà le cas. Ça n'allait jamais se terminer par le pardon, la guérison ou une rédemption à la Netflix. Parce que ce n'était pas juste une trahison. C'était un abandon, avec intention, avec préméditation, avec des semaines de silence froid cachés derrière de faux rires et un faux amour. Alors je me suis retourné et je suis reparti vers ma voiture. Derrière moi, je l'entendais sangloter dans le vent, criant mon nom comme s'il avait encore du pouvoir sur moi. Mais ce n'était plus le cas. Plus jamais. Cela fait 6 mois depuis ce jour sur le perron. Parfois, je revois encore son visage dans mon esprit. La façon dont il s'est décomposé quand je lui ai tendu l'enveloppe. Mais le son qui m'est resté le plus longtemps n'était pas ses pleurs. C'était le silence après le poids d'en avoir enfin fini. J'ai déménagé 2 semaines plus tard. Elle est restée dans la maison. Je n'en voulais pas. Trop de fantômes dans les murs. Trop de dîners mangés dans un ressentiment silencieux. Trop de faux sourires. J'ai trouvé un petit appartement en ville. Ce n'est pas luxueux, mais c'est à moi. La première nuit où j'y ai dormi, j'ai laissé les fenêtres ouvertes et j'ai écouté la ville au lieu de sa respiration superficielle à côté de moi. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas réveillé épuisé. Le divorce s'est déroulé sans grande résistance. Je pense qu'une partie d'elle savait qu'il n'y avait plus rien à défendre.
Elle a offert des excuses et des emails soigneusement rédigés, auxquels je n'ai pour la plupart pas répondu. Pas par cruauté, mais par autopréservation. Elle a demandé une fois si nous pouvions rester amis. J'ai dit, non. Parce que les amis ne manquent pas pendant des mois. Les amis ne te vident pas de ta substance en te laissant te demander si l'amour a jamais signifié quelque chose. Et j'ai arrêté de me poser la question. J'ai recommencé à faire de petites choses, des choses que j'aimais avant. Cuisiner pour moi-même, en goûtant vraiment la nourriture. De longues promenades sans destination. Reconstruire une playlist sans sauter chaque chanson qui me rappelait elle. J'ai commencé une thérapie. Je ne voulais pas au début. Je pensais que ça me rendait faible. Mais j'ai réalisé que j'avais passé des années à avaler le silence, à prétendre que j'allais bien. À sourire à travers des blessures que personne ne voyait. La thérapie ne m'a pas réparé. Elle m'a rappelé que je n'avais jamais été cassé. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai recommencé à rire. Pas ce rire nerveux que j'utilisais quand quelque chose me blessait. Un vrai rire, stupide et honnête, en écoutant des podcasts. En écoutant le vieil homme à la librairie qui m'a dit que je ressemblais à un détective mélancolique. En riant de mes propres tentatives terribles de faire du yoga. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière. Nous ne sortons pas ensemble, juste deux étrangers qui se sont retrouvés dans le même petit café pendant un orage. Nous avons parlé de livres, d'endroits où nous ne sommes jamais allés, de rien en fait. Et c'était la meilleure conversation que j'ai eue depuis des années, parce qu'elle était réelle. Il n'y a pas de grand rebondissement ici. Pas de vengeance, pas de grande révélation, juste la paix. Durement gagnée, silencieuse, sacrée. Elle a demandé une pause, et je lui en ai donné une. Mais la vraie liberté, c'était la mienne.